Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la création d'un circuit avec une télécommande et un capteur infrarouge. Donc pour créer ce circuit, je suis connecté sur Tinkercad, j'ai cliqué sur créer un circuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pour gagner un peu de temps, un kit de base intégrant une platine d'essai et une carte Arduino. Voilà. Donc ce kit de base ne comprend que la planche à pain ou la breadboard et la carte Arduino et simplement des fils qui alimentent notre borne positive et négative sur les deux côtés de la planche à pain. À ça, je vais ajouter en termes de composants les composants infrarouges nécessaires, autrement dit le capteur infrarouge et la télécommande. Pour ça, je prends le capteur infrarouge que je positionne sur ma planche à pain. Voilà, et je vais prendre la télécommande que je vais positionner juste à côté de mon circuit. Quand je fais venir le volet du code, je vais évidemment travailler le code en mode texte. Voilà, au niveau largeur, je suis bon. Je vais peut-être zoomer un petit peu, voilà, pour vérifier qu'au niveau du code, il se voit assez. Je vais par contre déplacer un tout petit peu le schéma et il me reste à brancher le capteur et bien sûr attaquer le code. Alors pour brancher le capteur, quand on pointe sur les broches de ce capteur, il y en a 3, c'est assez simple. Sur la première, la plus à droite, vous voyez comme moi qu'il indique qu'il s'agit de l'alimentation. Celle du milieu concerne la terre ou la masse. Et la troisième concerne la sortie, celle qu'on va connecter à la pin que l'on souhaite sur la carte Arduino. C'est parti, on y va. On branche donc l'alimentation. Autrement dit, je me raccroche en rouge à la couleur plus, à l'alimentation. Donc, pour la partie centrale, la terre, je me raccroche donc à la borne négative en noir. Et pour la troisième, qui va me connecter à la pin, je vais prendre simplement une couleur particulière. Et l'idée, c'est que je vais aller me brancher, par exemple, sur la pin numéro 8. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais laisser là le fil de connexion entre le capteur et la carte en vert. Ça me semble pas mal. Alors à partir de là, pour gérer ce capteur, il va falloir que, comme à chaque fois, à chaque nouvel élément, j'intègre les éventuelles bibliothèques nécessaires et surtout que je vois un petit peu comment faire. Alors, je ne peux pas inventer tout et donc évidemment je dois partir d'une base pour comprendre un peu le fonctionnement d'un tel objet que j'ajoute à mon kit électronique. Pour ça, je vous rappelle que vous disposez des bibliothèques, des plans ou schémas de montage pour le kit Lego avec 26 leçons proposant de gérer ou de manager jusqu'à 26 objets différents, que ce soit des moteurs, des capteurs, des éléments à chaque fois différents. Donc quand on ouvre le Starter Kit et qu'on arrive à la page 101, je vous rappelle que normalement c'est aux alentours de la page 10 qu'il y a voilà, la table des matières et on voit donc les différentes leçons, ajouter une bibliothèque, le blink, la LED, les digital inputs, autrement dit les boutons poussoirs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien le IR Receiver Module, autrement dit la leçon 14. Et donc pour ça, j'accède à la page 101, je vois l'élément capteur infrarouge avec GRY pour Ground. R c'est l'alimentation et Y c'est la sortie forcément. Vous voyez qu'il y a une légère inversion par rapport au schéma ici. Le ground n'est pas à droite mais au centre, alors que sur le kit Lego, dans les pièces, le ground est sur un des côtés. D'accord, c'est une légère différence. Et quand on descend un peu plus bas, on constate qu'on a forcément face à nous le schéma de montage ici, et puis la vue du schéma de branchement éventuel, et surtout un tout petit peu de code. En fait, c'est même pas du code, pardon, c'est un tout petit peu d'affichage de la console ou du moniteur série. C'est le 9600 baud qui apparaît là, qui m'indique finalement
que j'ai à faire au moniteur série. En plus de ça, j'ai une fenêtre dans laquelle je peux encoder une valeur pour l'envoyer, pour tester en fait le contenu d'une variable par la console ou par le moniteur série. Et si je descends, j'arrive à la leçon 15. En fait, tout ce qui est code, pour gérer ça, se trouve non pas dans ce fichier-ci, comme je l'ai déjà expliqué tout au long de l'année durant nos séances de cours, mais toujours dans le dossier Kitelego, dans le sous-dossier code, vous avez l'ensemble des leçons et avec à chaque fois un exemple de prise en main de ces éléments. Et donc je vais ouvrir le code avec Sublime Text, voilà qui est fait. Et on a face à nous alors, maintenant je le mets en C puisque c'est bien du langage C, l'inclusion de la bibliothèque, la déclaration de nos variables et de nos objets, une fonction particulière, translate here, d'accord, ok, jusque-là, ok. Ensuite, si je réduis cette fonction, je vois que j'ai affaire à ma fonction principale setup et à ma deuxième fonction principale loop. Ok, eh ben on va y aller, on va donc copier-coller ces parties de code-ci, autrement dit la déclaration des variables et des objets. Je prends, je vais insérer ça à mon circuit, mais alors avant toute chose, dans le circuit, par défaut, vous voyez que le code qui correspond là, c'est bien la déclaration d'une pin particulière, la 13, c'est pas la mienne, en sortie, et ça va juste permettre d'afficher, d'écrire en mode élevé ou bas, donc d'allumer ou d'éteindre une LED. Ça, c'est clairement le code de base pour un allumage de LED. C'est ce qui est mis par défaut sur Tinkercad. Ok. Avant d'intégrer mon code, donc la déclaration de mes variables va se situer, bien entendu, dans cette partie-ci. Autrement dit, avant les fonctions principales, setup et loop. Déclaration de variables. Ok. Et d'objets. Avant de le faire, je dois inclure la bibliothèque. Et donc pour inclure la bibliothèque, rien de plus simple, on clique sur le bouton ici qui représente en fait une sorte de tiroir d'une bibliothèque avec des dossiers rangés. Et vous voyez que si je dézoome un petit peu, normalement, j'ai pas besoin forcément de dézoomer, mais si j'élargis un petit peu, je vois alors que la première bibliothèque EEPROM permet de gérer la lecture et l'écriture dans le stockage permanent. La deuxième bibliothèque, IR-Remote, c'est une bibliothèque qui permettra de décoder des capteurs infrarouges. Tiens, la troisième bibliothèque, Liquid Crystal, permet de contrôler des écrans à cristaux liquides. Ça a déjà fait l'objet d'une vidéo précédente. En fait, vous avez compris, je vais utiliser l'inclusion de la bibliothèque IR-Remote. C'est bien de celle-là dont j'ai besoin pour ce projet-ci. Je vais donc commenter inclusion des bibliothèques utiles au projet. Voilà. La déclaration de mes variables, je colle ce qui avait été fait dans le code de proposition du module capteur infrarouge dans le Kitelego. Et si je regarde, je vais essayer justement de traduire et d'expliquer un petit peu ceci. Alors, si on traduit littéralement ce que c'est, ce qui est décrit en anglais, il nous explique simplement que la variable que eux appellent receiver et auquel ils affectent la valeur 11, c'est simplement la variable qui va permettre de connecter la pin de la carte à la broche du capteur. Donc, il s'agit vraiment de la pin du capteur. C'est pour ça que je l'ai appelé pin capteur et non plus receiver. Attention, toutefois, remarquez que ce mot receiver est présent ici également. Donc forcément, quand je vais modifier pin capteur, il va falloir vraiment faire attention à tous les endroits où il était présent préalablement. Je modifie donc directement l'emplacement de là où je vois ailleurs un receiver qui serait affiché.
Je vais tout de suite d'ailleurs aller voir si j'ai encore un receiver quelque part. Dans le setup, est-ce que j'ai un receiver? Ça c'est du texte, donc ça c'est pas très grave. Là j'ai pas de receiver, là j'ai pas de receiver, ok, ça semble correct. Je continue. Donc ici c'est une variable permettant d'associer la broche ou la broche du capteur à la pin sur laquelle il est connecté. Ok. On revient au début. Donc, on a déclaré une première variable. Maintenant, on va déclarer les objets. Voilà. Et on voit qu'il y a deux objets qui sont nécessaires au fonctionnement d'un capteur infrarouge. Un premier objet de type IR recv, comme ils le disent. Et ce IR recv, c'est un objet, comme ils le disent, IR recv. Donc, capteur infrarouge. C'est clairement l'instance du capteur infrarouge, une des instances du capteur infrarouge. Quand on dit l'instance, il faut comprendre que en programmation, on a le type qui correspond à ce qu'on peut appeler la classe de l'objet. C'est en quelque sorte le canevas, la structure. D'accord? Et ça, c'est l'objet en lui-même. Donc ça va définir sa structure et ça, c'est l'objet en lui-même. Et l'objet, on peut le nommer soi-même. Moi, pour être très clair, je vais le nommer capteur infrarouge. Et donc, c'est bien au capteur infrarouge que j'associe la pin du capteur. Jusque-là, si on réfléchit, c'est quand même carrément logique. Donc, on crée une instance, création d'instance d'un capteur infrarouge. Ok? Et on voit que, en fait, à toute création d'une instance d'objet capteur infrarouge, on doit créer une instance de décodeur de signaux. Parce que forcément, le capteur infrarouge doit pouvoir décoder les signaux qui lui sont envoyés. Et ce décodeur de signaux, c'est un type decode results en anglais. Et vous voyez que le nom choisi est results. Je n'aime pas ce nom choisi, je vais l'appeler résultat pour travailler en français également et pour vérifier ma compréhension, ma bonne compréhension de l'exercice. Ok. J'ai donc déclaration de variable, déclaration d'objet. Maintenant, dans le setup, on va vérifier ce qu'il faut. Il va falloir travailler forcément avec un affichage, et l'affichage, en l'occurrence, qu'on va utiliser, c'est bien notre moniteur série. Si on doit travailler avec le moniteur série, il faut initialiser ce moniteur série. Donc, ne vous méprenez pas, on déclare les variables et on déclare les objets, mais parfois on les initialise aussi. Initialiser un objet ou une variable, c'est mettre pour la première fois une valeur dedans. Ici, on fait bien une déclaration parce qu'on dit int pin capteur. Juste ces deux mots-là forment ce que l'on appelle la déclaration, alors que le égale 8 forme ce que l'on appelle une première affectation. On parle alors d'initialisation de variables. Donc, déclaration et initialisation de variables et d'objets. On déclare l'objet capteur hier et en même temps que l'on ne le déclare, on associe ce capteur infrarouge à la pin du capteur qu'on a déclaré juste avant. Et de la même façon, on déclare un objet décodeur de signaux. D'accord? Voilà. Alors,
je vous l'ai dit, pour la sériale, pour le moniteur série, on ne doit pas déclarer l'objet ici. Par contre, on doit initialiser l'objet dès le départ du lancement du programme. Et au tout départ du lancement du programme, la première procédure qui se lance, c'est la procédure setup. Programme principal, exécuter une seule fois. Et ici, on a un deuxième programme principal en quelque sorte qui lui est exécuté en boucle. D'accord? Voilà. Alors, je vais initialiser mon moniteur série et pour l'initialiser, je dois simplement mettre un mot-clé qui est begin. Serial.begin pour indiquer OK, lance ou démarre le moniteur série. Il se trouve qu'il faut mettre une valeur numérique particulière qui correspond 9600 au taux de rafraîchissement de ce moniteur. Autrement dit, à chaque fois, il va, si vous voulez, avoir une possibilité de réafficher le contenu des variables ou de toutes les valeurs qui transitent sur la carte toutes les 9600 millisecondes. Voilà. Donc serial.begin. Et puis, on pourrait faire un petit serial.println pour printline. Et là, on pourra faire démarrage du moniteur série. Voilà. Ok, je reviens dans le code exemple de mon exercice. Et là, je vois, tiens, justement, ils ont fait le serial begin et le serial println. Et là, qu'est-ce qu'ils mettent en anglais? ER receiver button decode. Donc, concrètement, on a le capteur infrarouge qui va décoder les touches enfoncées. Là, on annonce la couleur. Ça n'est pas encore ça qui se produit. Pour l'instant, on annonce la couleur dans le moniteur série. Et justement, juste après, on démarre le capteur avec la fonction Enable ER In. Rend capable l'infrarouge en entrée. Active l'infrarouge en entrée. Et vous voyez qu'il s'applique, cette action-là, cette fonction-là, elle s'applique sur l'objet IRRECV. Et le IRRECV, c'est ce qui a été déclaré ici plus haut, ici. Moi, je ne l'ai pas appelé IRRECV. Donc, vous l'avez compris, je vais copier-coller ceci et réadapter le code. Ça, c'est dans le setup. Voilà. Je vais changer IRRECV par capteur IR. C'est bien le nom que je lui ai donné ici. Voilà. Ça démarre le capteur. Démarre le capteur infrarouge. Et par contre, dans la boucle principale, ce que je vais faire, c'est copier-coller le code qui est présenté ici. Et justement, je vais également, de la même façon, le réadapter aux variables que j'ai indiquées moi-même. Alors, c'est plus IRRECV.decode, mais capteur IR.decode, qui va décoder non pas les results, mais les résultats. Translate IR, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Et je vois qu'il y a encore un IRRECV qui doit être changé en capteur IR. Voilà qui est fait. Alors, translate IR, pour l'instant, je vais supprimer. L'idée est de faire des actions. Mais quelles actions? Concrètement, on va essayer de comprendre ce code-là. Donc ici, on fait un test. Si le capteur décode des signaux, et c'est clairement ce qu'il est mis ici, avons-nous reçu un signal infrarouge? Donc si on a un signal, c'est ça la question. Si on réceptionne ou si on reçoit un signal,
on va faire des actions. Et puis, qu'est-ce qu'il est indiqué? Receive the next value. Là, on ne parle plus de signal, mais de valeur. Donc attention, on est en mode réception de la prochaine valeur de signal ou d'un signal. D'accord? Il faut bien comprendre que on est dans la situation où on a appuyé sur une touche de la télécommande. Il va dire, si j'ai reçu un signal, il y a eu un appui, on va faire des actions, et puis hop, on lui dit, ok, passe à la prochaine valeur. Et on rappuie encore, et il y a une prochaine valeur alors qui est envoyée. Le signal est la première fois envoyé, on reclique, avec une valeur qui s'interprète, on reclique, il y a un deuxième signal, mais une valeur d'un deuxième signal qui est envoyé, et donc qui n'est pas le même que le premier. On a 21 touches, et donc 21 valeurs de signaux différents. Le signal est peut-être le même, mais en fait, la valeur du signal est peut-être différente. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre les choses. D'accord ? Alors, dans le faire des actions, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va utiliser le moniteur série. Et pour utiliser le moniteur série, on va justement essayer d'afficher dans ce moniteur série ce que le capteur reçoit finalement comme signal. Si on reçoit un signal, c'est très bien, mais moi je voudrais savoir quel est le signal reçu. Et donc pour savoir quel est le signal reçu, il va falloir aussi simplement que ça solliciter la fonction println sur le moniteur série et indiquer que on veut récupérer la valeur du résultat. Autrement dit, résultat.value. En faisant ça, si je démarre ma simulation, on va voir ce que ça donne. Alors, on va déjà vérifier est-ce qu'il y a des erreurs. Ça n'a pas l'air de planter. Et en plus de ça, il me met dans le moniteur série, démarrage du moniteur série. On voit que le temps s'écoule, pas de souci. Si j'appuie sur une première touche, on voit un code qui apparaît. Si j'appuie sur une deuxième touche, on voit un autre code qui apparaît. Une troisième touche, encore un autre code. Et là, vous avez vu, à la quatrième touche enfoncée, il y a eu 2 codes qui sont apparus. Si je remets, je vais remettre ce 3 de nouveau. Et visiblement, à chaque fois que j'envoie celui-là, il y a 2 codes qui apparaissent. Et par contre, si vous regardez, si on regarde bien en détail, le chiffre obtenu est plus long de 2, le nombre obtenu est plus long de 2 chiffres, et c'est exactement le même nombre à chaque fois. Si j'appuie sur le 9, je rappuie sur le 9, vous avez vu, j'ai appuyé une première fois sur le 9, j'ai rappuyé une deuxième fois sur le 9, et j'ai de nouveau ce code-là. Donc, parfois, en fait, il nous sort un code un peu bizarre par rapport aux autres codes. Et en fait, ce code, il faut comprendre que à chaque fois que vous appuyez sur une des touches de la télécommande, il envoie en réalité 2 signaux. Un premier signal qui correspond au code de la touche enfoncée et un deuxième signal qui, moi je l'appelle le signal de fin, c'est un peu le signal qui identifie le support à partir duquel on envoie la touche. Autrement dit, ça permettrait d'identifier la télécommande. D'accord? Puisqu'il s'agit, et ça vous pourrez faire le test, mais il s'agit toujours en deuxième signal de la même valeur, quelle que soit la touche enfoncée à propos du même support, autrement dit de la même télécommande. Donc c'est vraiment un code qui permettrait d'identifier la télécommande en question. Donc ce code-là, on n'en tiendra pas compte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment à chaque fois systématiquement ce premier code envoyé. Alors, on va regarder justement comment c'est fait dans le code exemple pour se servir de ce code exemple et comprendre ce qui se passe. On a bien compris que si on reçoit un signal, on va appeler une fonction translateHere. TranslateHere, si on traduit littéralement ce que ça veut dire,
Ça veut dire traduit infrarouge. Et quand on regarde le commentaire mis, il explique bien que ça prend ou ça traduit les actions basées sur le code infrarouge reçu. Et quand on regarde, eh bien là, les choses s'éclaircissent encore plus parce qu'on évalue bien la valeur du résultat transmis, autrement dit du signal envoyé. On récupère donc cette valeur du signal envoyé. Et si le signal est égal à ce premier cas de figure-là, ça veut dire que tu as appuyé sur le bouton Power. Si le signal est égal à cette valeur-là, tu as appuyé sur Fast Forward. Si c'est ceci, tu as appuyé sur Up et ainsi de suite. Et donc, moi je vais vérifier, tiens, 0, visiblement j'ai une valeur comme ceci. Alors cette valeur, si je la copie, je regarde un petit peu dans mon Tinkercad, et je vois, ça ressemble pas du tout en fait là. J'ai 1, 6, 5, 93, 103. Bon. Et si je compte, ça fait 8 chiffres. Bon. Et là, les valeurs que j'ai, ça a l'air de ressembler à une valeur hexadécimale. Ah, mais on a vu justement comment passer d'une valeur binaire à une valeur hexadécimale. Et donc, c'est ce qui devient intéressant, c'est d'utiliser la calculatrice. Je rappelle que vous pouvez l'utiliser en programmeur. Et en la prenant en programmeur, en mettant en hexadécimal et en collant la valeur récupérée, vous voyez que le code obtenu est un code à 8 chiffres qui commence par 1, 6, puis à 7, 3, 8, 4, 5, 5. Alors, est-ce qu'on a le même code ici ? Mais c'est là toute la différence et c'est bien là qu'il faut comprendre qu'entre la réalité et une marque et une autre, on peut avoir des différences. Entre la réalité et l'aspect virtuel, on peut avoir des différences. En réalité, on n'en a pas. Le simulateur de Tinkercad est vraiment très bien développé. Mais il faut comprendre que ici, le simulateur de Tinkercad fonctionne avec la marque Arduino. Or, nous, le kit avec lequel on travaille, ça n'est pas un kit Arduino, mais un kit Lego. C'est pas la même marque. Et la différence, elle se situe là. Elle se situe dans l'interprétation des codes récupérés. Là, on les récupère en hexadécimal. Et quand on les traduit en décimal, ça ne nous donne pas les mêmes valeurs que celles qu'on obtient ici avec la marque Arduino, tout simplement. Alors ça n'est pas grave parce que justement, nous, on récupère justement le code. Et ce qui devient intéressant, c'est de se dire qu'en fait, si on évalue la valeur du résultat ou du signal envoyé, on peut, en fonction des cas, associer à chaque cas une série d'actions. Et donc en fait, on va exactement faire le même code que ici. Vous voyez, la fonction translate here, si je dézoome pour vraiment montrer, elle va voilà, de là à là, entre les accolades. Et en fait, il n'y a qu'un switch, et à la fin du switch, un petit délai. Et le switch, c'est un si, sinon si. Et sinon si, sinon si, sinon si, sinon si, sinon si. On évalue si la valeur de résulte égale premier cas de figure, alors on fait ces actions-là, break. Sinon si, deuxième cas de figure, on fait ces actions-là, break. Sinon si, et ainsi de suite. Et on fait ça 21 fois. Vous comprenez que quand on a beaucoup de si sinon à écrire, en fait on va utiliser la façon la plus courte d'écrire un si sinon, qui est ce qu'on appelle en programmation le switch case ou le case off. En fonction des langages, ce sera switch case ou case off, tout simplement. Et donc nous, on va prendre l'écriture du switch case. Hop, je prends ceci, copier. Je vais le reprendre juste là. J'indente un petit peu mon code. Switch, alors c'est pas result value, attention, c'est résultat value, puisque moi j'ai modifié le nom de la variable. Case, eh bien je vais prendre le cas de la première valeur obtenue, ici, copier, coller. Donc si la valeur du signal envoyé, c'est 165 93 103, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire
que ça correspond à la première touche sur laquelle j'avais appuyé sur la télécommande. Si vous aviez été attentif, vous pouvez toujours faire un rebobinage sur la vidéo, mais moi je le sais, c'était 0. La toute première touche sur laquelle j'ai appuyé. Et donc serial.println, je vais simplement afficher 0 dans mon moniteur série. Et puis forcément, après ça, je dois lui dire, tu t'arrêtes, tu fais un break. Un break, pourquoi? Parce que tu dois sortir du switch. Et donc, je dois refermer ce switch, l'accolade de ce switch. Mais, et c'est ça qui devient intéressant, en fait, mon switch case, je vais indiquer que je peux faire comme ça plusieurs actions dans ce switch case. Et mon switch case, je vais faire en sorte tout simplement que si j'appuie sur la touche 0, il affiche ceci. Si j'appuie sur la touche 1, qui était la deuxième touche sur laquelle j'ai appuyé, et donc je vais modifier le code, c'est 165 82 903. 82 903, voilà. Là, ce ne sera pas 0 qui doit m'afficher dans la commande ou dans le moniteur série, c'est 1. Et dans tous les autres cas, autrement dit dans default, je veux qu'il m'affiche la valeur du signal envoyé. Donc je fais un serial.println de résultat.value. Ok? Alors, en ayant fait ça, je vais effacer mon moniteur série, je le renettoie, je lance la simulation. On va vérifier qu'il n'y ait pas de petite erreur à la compilation, pas d'erreur, ça démarre, démarrage du moniteur série, j'appuie sur 0, qu'est-ce qui se passe? Il m'affiche 0. J'appuie sur 1, il m'affiche 1. Si j'appuie sur 2, il m'affiche le code correspondant à la touche 2, 3, 4. Et vous voyez ce code de télécommande qui revient de temps en temps. C'est exactement lié à la réalité aussi, hein. Parfois, vous avez un signal qui passe, parfois vous avez les deux signaux qui passent. Mais dans tous les cas de figure, celui qui nous intéresse, le premier signal, lui, il passe a priori toujours, tant que vous pointez bien le bout vers le haut de la télécommande en direction du capteur. Si vous tournez totalement la télécommande, je ne sais pas si le simulateur a poussé le développement jusque-là, mais si dans la réalité vous tournez la télécommande dans l'autre sens, normalement le capteur ne perçoit pas le signal. D'accord ? Voilà, mais voilà qui est fait pour la démonstration donc du montage d'un capteur infrarouge avec la télécommande. Alors, vous comprenez donc que si jamais on doit par exemple utiliser un objet tel qu'un LCD pour afficher ce qui se passe au niveau de notre télécommande, ben, au lieu de travailler sur le port série, on va pouvoir, ou sur le moniteur série, on va pouvoir dire par exemple de faire un LCD.print de 1 ou de 2 ou de 3, etc. etc. On va évidemment aussi pouvoir mémoriser par exemple dans une variable le chiffre qui aurait été touché sur la télécommande pour faire une série d'actions. On peut encore, et ce sera la dernière possibilité, appeler ce qu'on appelle une fonction particulière qui fera une série d'actions dans le cas où la valeur du signal envoyé est ceci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.